Une journée remplie d'action ici du côté de Trois-Rivières. J'espère que vous allez bien. On s'installe tranquillement, pas vite, comme ça, pour la Porsche GT3. Une belle nuit, bien dormie. On avait de l'action hier, ça a fait du bien quand même. Oui, la nuit était courte, Ah ouais, mais c'est aussi. toujours comme ça, les Mais fins de moi semaine aussi. de course. C'est normal. Mais c'est tellement le fun ici du côté de Trois-Rivières de rencontrer et revoir les mêmes gens à chaque année. Il n'y a pas 30 secondes, l'ami Bruno qui vient de passer, qui est un des partenaires d'équipe avec Andrew Ranger, qui passe. Puis, on croise les mêmes personnes depuis les 10 dernières années, ou encore même pour ceux qui sont là depuis plus longtemps que moi. C'est ça, le Grand Prix de Trois-Rivières. Beaucoup d'action. Et on en aura de l'action aujourd'hui. Les résultats, Scott Hargrove qui a été encore une fois le meilleur. Oui, en effet, Scott Hargrove qui s'est imposé devant Zach Robichon, Michael De Quesada, Marco Cirone, Tim Sanderson, Roman De Angelis, Peter Balliet. Patrick Dussault est bien 8e après différentes péripéties, parce que c'est vrai que soyons honnêtes, là, les décisions des officiels de le pénaliser pour un contact alors que, il fait un seul changement de trajectoire, ce qui est permis par le règlement. Deuxièmement, c'est le pilote qui effectue une manœuvre de dépassement sur lui, qui l'accroche. Parce qu'à un moment donné, là, on dirait que c'est pas égal pour tout le monde, mais bon, ça, c'est d'autres choses. Et, soit dit en passant, moi, je suis encore un peu perplexe de la décision d'avoir envoyé les voitures lors de la première course selon l'ordre du classement et non du côté. Les qualifications. C'est égal pour tout le monde. On sait qu'il va y avoir de la pluie, on le sait pas. Du soleil, c'est une stratégie. Puis là, on dirait que c'était une séance qui servait à rien, finalement. Bien, absolument. Puis les conditions climatiques, ça fait partie de la stratégie de course. Donc, c'est pas comme si on était dans une situation où, mettons, il y a 2 tours de fête par 2-3 pilotes, puis tout d'un coup, il y a un drapeau rouge, il faut reconstruire un mur parce que c'est un accident majeur et que les autres ne puissent pas qualifier. Non. Ici, les autres pilotes, ils avaient la possibilité d'aller en piste. Ils ont choisi de ne pas aller en piste en espérant. Il aurait pu briser aussi, là. On ne sait pas ce qu'il peut. Imagine comment c'est choquant. Il y en a un, mettons, qui rentre dans le mur, puis c'est terminé pour sa fin de semaine, et que la séance de qualification ne sert à rien, mais bon. Oui, tout à fait. Alors, si vous n'aviez pas trop suivi hier, effectivement, vous vous rappelle un petit peu avant-hier, plutôt ce qui s'était passé, ou plutôt hier matin, devrais-je dire, lors de ce qui devait être la séance de qualification. Ouais. Donc, effectivement, Scott Hargrove, Zach Robichon et quelques autres pilotes ont décidé de ne pas sortir en début de séance parce que la piste était encore humide, en espérant que ça sèche, effectivement, et il s'est mis à pleuvoir davantage. Sauf que Patrick Dussault, lui, il avait adopté la bonne stratégie. Il était parti tout de suite au début. Il avait la pole position, et puis finalement, les officiels ont dit « Ah ben non, finalement, vu que ça n'a pas été égal pour tout le monde, cette séance-là, eh bien, on va partir dans l'ordre du championnat. » Voilà, on n'est pas là pour interpréter la décision des officiels. On respecte leur travail, mais on a le droit de dire ce qu'on pense. On aura un beau spectacle. Hargrove, on peut dire que pour lui, le championnat est à portée de main. Oui, tout à fait. Il a presque gagné toutes les courses cette année. Donc, on verra pour ce qu'il en est de lui. Mais le pourquoi du comment, moi, ça me dérange un peu. Tout ça, c'est que ça aurait été le fun de voir Hargrove en 11e position et revenir. Il faut aller rejoindre pour le protocole François. Mesdames et messieurs, pour prononcer l'invitation traditionnelle à lancer les moteurs, to pronounce the traditional starting invitation, accueillons un pionnier du Grand Prix et ancien président, M. Robert Germain. Messieurs, partez vos moteurs. Gentlemen, start your engines. Je regarde ça rapidement, puis on est à peu près pour 4,5 millions de dollars sur la piste présentement. Oui, c'est vrai. Ces voitures, n'oubliez pas, écoutez, des Porsche... c'est 325 à peu près, là. À peu près. On DGT 3 Cup. Et ça, c'est avant de disputer la première course. Exactement. Ne l'oublions pas. Et si vous l'échappez ou si vous faites rentrer dedans et que c'est terminé, ben c'est comme ça. Il faut avoir les reins solides ou il faut avoir vraiment les commanditaires qui sont là, mais la plupart du temps, c'est un peu des deux. C'est un mélange des deux, là-dedans. Oh, oui, absolument. Et c'est sûr que ça prend une implication aussi des concessionnaires, très souvent. C'est le cas du côté de la Porsche GT3. Je regardais justement. Si vous avez la chance d'aller chercher le pamphlet qui explique les voitures de GT3, je trouve que c'est la plus belle présentation qu'on a. Avec tous les dessins des Porsche, on peut les suivre en même temps. Et c'est ce que je peux voir sur les commanditaires. Beaucoup de concessionnaires Porsche qui sont impliqués dans le développement de ces voitures-là, ou du moins l'entretien de ces véhicules-là, parce que le développement...
On ne peut pas faire grand-chose. Il n'y a pas vraiment de développement, effectivement. C'est une voiture qui arrive de base, de par le manufacturier, donc qui est prête à aller sur la piste. C'est une vraie voiture de course là, de A à Z, on va dire comme ça. Donc, c'est vrai qu'après, il y a toute une série de petits ajustements qu'on peut faire, bien entendu. Mais ces voitures-là, essentiellement, cette année, les 991 2017, donc ces voitures, on vous le rappelle, ce sont toutes des nouvelles voitures, à part les voitures qui sont de la classe or, vous allez le voir. Pour les différencier, c'est très simple. En fait, c'est le numéro sur les portières. Il est sur fond jaune pour les anciennes voitures, appelons-les comme ça. Je ne dirais pas les vieilles voitures, parce qu'on parle de 2014 à 2016, là, c'est ça. Et puis pour toutes les nouvelles voitures, les 991 2017, eh bien, c'est sur fond noir que le numéro est inscrit. Les phares aussi. Les phares aussi. Les phares sont jaunes. Blanc pour les nouvelles voitures, voilà. Et jaune pour les classes. Et voilà. Je prédis un sous le 1-4 ce matin. C'est effectivement parti pour ça. Parce qu'on ne l'a pas eu en fin de semaine. Là. Non, tout à fait. C'est un petit peu plus venteux. La piste, évidemment, est sèche maintenant. Alors, je pense que les conditions sont parfaites ici à Trois-Rivières aujourd'hui pour une grande course de cette série Porsche GT3 Cup. On va jouer sous le 1 minute 4. Est-ce que ce sera au début ou à la fin? J'imagine que ce sera plus, je dirais peut-être au 1/3 de la course. Oui, voilà. C'est plus... Lorsqu'on est c'est certain qu'on parle il y a les réservoirs, bien entendu, qui vont être presque vides à la fin, mais ça n'a pas une grande incidence. C'est davantage l'usure des pneumatiques. Ouais. Et ces pneumatiques Yokohama qui sont utilisés, ils ont une plage d'utilisation qui leur permet évidemment de faire toute la course, mais vraiment, on va dire la plage d'utilisation où ils sont le plus performants, c'est aux alentours à peu près des 10 premières minutes de course, 10-15 premières minutes de course. Vous n'avez aucune idée, tu sais, les pneus, c'est une course, c'est à peu près une course pour un set de pneus. Bien, les pneus en tant que tels se retrouvent sur la piste, là, donc ça devient excessivement collant, je vous dirais, peut-être au tiers de la course. Donc, c'est parfait pour aller chercher le bon temps. Oui, c'est certain que cette adhérence, bien entendu, elle va augmenter. Et là, n'oublions pas une chose, par exemple, c'est qu'il y a seulement eu une course jusqu'à présent aujourd'hui, celle des Prototype Challenge. Mais pour le reste, la piste est encore très lavée par les pluies qu'il y a eu dans les dernières heures. Donc, dernière course pour ce qu'il y en est de GT3 Cup. Dernière course pour moi aujourd'hui également. N'oubliez pas NASCAR tout à l'heure. On aura beaucoup d'actions à venir dans cette dernière journée du Grand Prix de Trois-Rivières de l'année 2017. Donc, on lance les hostilités avec Robichon devant Hartgrove. Les deux première, deuxième position, première ligne pour le départ de cette dernière course en GT3 aujourd'hui, qui aura une durée de 45 minutes. Oui, absolument. Une autre course de 45 minutes et Scott Hartgrove qui est parfaitement parti. Là, il y a Michael de Quesada qui a été très près de lui à l'intérieur du virage 1, qui a même failli l'accrocher un petit peu, Michael de Quesada. C'est le numéro 31 qui a vraiment, comme on dit, sauté sur les freins là, pour pas créer d'accrochage. Mais pour l'instant, eh bien, Scott Hartgrove répète un petit peu ce qu'il a fait hier. Un autre freinage à la limite de Quesada. Oui, c'est rare qu'on voit De Quesada faire une manœuvre du genre. Il est assez conservateur quand même. On est excellent au niveau du pilotage. Mais que dire de Hartgrove qui a été parfait? C'était parfait. Là. On revoit la reprise, regardez ça, on barre les roues. On arrive un petit peu trop vite ou encore peut-être que c'est au niveau de l'ajustement. Mais c'est longtemps, là. Le pneu est magané, là. Oui, exactement. C'est ça que je veux dire. Ça va être très coûteux dans les derniers tours de course. Parce que c'est certain, quand on détruit comme ça des pneumatiques dès le premier tour de l'épreuve, eh bien, on va le payer par la suite. Il le sent présentement, probablement, au niveau du volant. Pas faire autrement. Oui, ce sont des voitures quand même très sophistiquées, alors que là, c'est Zach Robichon, lui aussi, qui est un petit peu excessif là, sur le freinage dans le virage numéro 2. Robichon, donc toujours en deuxième position. Vous le rappelle, Scott Hartgrove dans la numéro 9 qui est le meneur. Zach Robichon qui est en deuxième position. Et Robichon, il sait très bien que c'est en début de course, justement avant que les pneus soient à pleine température, on va dire comme ça, soient le plus efficaces. Là, Hartgrove, s'il est en avant, il va se sauver du reste du peloton. Donc Robichon, pour lui, c'est vraiment de coller le plus possible à Scott Hartgrove. C'est pour ça que ces premiers tours, c'est là que ça se passe. Ces premiers tours-là, c'est les tours les plus passionnants au niveau de la tête de la course tout au bout. Il n'y a pas beaucoup de relances quand même en Porsche. On n'en a pas vu beaucoup en fin de semaine. Non, effectivement, pour l'instant, on a la chance d'avoir des courses très propres, on va dire comme ça. Oui, exactement. En plus, sous la pluie, là, pas eu beaucoup de touchettes. Tant mieux pour les propriétaires et les pilotes. Donc, Hartgrove qui mène depuis le début de la fin de semaine.
toujours bon premier. 1,5, 4, 4, 9 pour cette séance. Ce qu'on est plus rapide, on va aller chercher là, de la vitesse, on va aller chercher des meilleurs temps d'ici les prochains tours. Soyez-en assurés. Pendant ce temps-là, eh bien, Patrick Dussault, lui, est en 7e position en arrière de Roman De Angelis. Alors, Patrick Dussault, c'est la place qu'il occupait sur cette grille de départ. Alors que là, on a un dépassement de Remo Rossetti sur Michael De Quesada. Ouais. C'est pour la 3e position. Oui, exactement. Bravo. Remo Rossetti qui était quelque peu amer du contact avec Patrick Dussault hier, sauf qu'il oubliait peut-être une petite chose, c'est que c'est lui qui a tenté le dépassement et c'est lui qui est venu heurter Patrick Dussault. Il y a probablement Facebook, donc il y a juste à aller trouver le Facebook du Grand Prix de Trois-Rivières. Les reprises sont là. Oui. Si on peut lui donner un coup de main. Salutations à l'ami Didier Scranen qui vient d'entrer en studio. Elle a plus de bonne humeur qu'hier. Petit en passant. On a eu un bon spectacle de Didier. On a eu un bon spectacle en Formule 1600 ici du côté de Trois-Rivières, il faut le dire. Et beaucoup d'actions à venir aujourd'hui en NASCAR également. On a hâte de voir ce qui va se passer. Alors que là, on voit Robichon qui est vraiment à l'attaque, qui va essayer par l'extérieur. On le tente. Et non, on referme la porte, mais quand même, c'est bien, là. Très bien pour ce qu'il y en est de Robichon, qui a le meilleur temps présentement à 1,4,718. On a tout fait, là. Mais ça a été propre quand même. Ça a été propre quand même, et c'est vrai que Zach Robichon est resté à l'extérieur. Scott Hargrove, lui, il a maintenu sa trajectoire, je dirais un petit peu comme hier, Patrick Dussault, justement. Ouais, la différence, c'est que Robichon, lui, est allé à l'extérieur. Il a vu que ça passait pas, il s'est replacé en arrière. Alors que Remo Rossetti, sur Patrick Dussault, hier, il a forcé à l'intérieur. Et en plus, c'est Pat Dussault qui a obtenu une pénalité. Fait que n'en parlons plus. On n'en pense pas moins, mais n'en parlons plus. N'en parlons plus. On salue l'équipe quand même qui font un excellent travail. C'est quelque chose hein, d'organiser tout ça. Ah, c'est certain. Toi, tu es habitué avec la revue Pole Position. Tu es là depuis 201 parutions. T'en connais des gens là-dedans. Et l'organisation de n'importe quel Grand Prix ou l'organisation même d'une série demande du temps. C'est 12 mois par année. Ah, c'est certain que c'est un immense travail. Et puis, n'oublions pas aussi que lorsqu'on parle d'un circuit urbain temporaire comme ici Trois-Rivières, eh bien, c'est vrai qu'il y a une somme de travail qui est encore plus importante parce qu'il faut penser à tout. Et on n'a pas ce qu'on pourrait appeler, on va organiser une course de club 2 semaines avant pour un petit peu rôder tout le monde. Non, non, ici, on est obligé, on est tout de suite dans l'action. Oh, on y va, on tente encore. On est très agressif du côté de Robichon présentement sur Scott Hargrove. Sauf que Robichon essaye tout le temps par l'extérieur, mais j'ai envie de dire c'est un petit peu voué à l'échec. Pour l'instant, c'est davantage de mettre de la pression sur Scott Hargrove. Exact. Ça reste Scott Hargrove qui est devant lui aussi. Absolument. Un pilote qui n'a fait aucune erreur cette saison. Il a été une fois pénalisé lors d'une des 2 courses à Watkins Glen pour avoir poussé Roman De Angelis. Mais pour le reste, eh bien, c'est une note parfaite jusqu'à présent pour Scott Hargrove dans cette saison 2007 de Porsche GT3 Cup Canada. C'est une des seules façons de ne pas le voir sur la plus haute marche du podium. Mais en tout cas, ça, oui, effectivement, c'est la seule fois. C'est la seule fois où ça s'est pas passé. Mais je pense que Zach Robichon a bien hâte de mettre fin à cette domination de Scott Hargrove. Là, on a vraiment du beau spectacle. Oui, on a un spectacle ce matin, ici même du côté de Trois-Rivières. Scott Hargrove premier. Derrière, Robichon avec le véhicule vert. Et ces 2 pilotes qui se connaissent bien. L'année dernière, déjà, ils étaient en lutte. Il y avait un 3e homme qui était Daniel Morad. C'est lui qui a remporté le titre finalement. Et c'est vrai que Scott Hargrove et Zach Robichon, là, ils reprennent en 2017 là où ils ont laissé en 2016, c'est-à-dire une bataille de tous les instants. Oui, les gars sont sérieux. Oui, les gars veulent la victoire, mais ils s'amusent présentement. C'est sûr et certain qu'on a du plaisir à piloter. Il le faut. En psychologie sportive, la première chose que le psychologue vous dit, c'est quand tu arrives à la piste, amuse-toi, pense à rien d'autre. Oui, tu veux performer, mais c'est en s'amusant qu'on performe mieux. Exactement. Et donc, là, probablement, ils ont du plaisir. Tout à fait. Et là, on voit Roman De Angelis et Patrick Dussault, donc, qui sont respectivement aux 6e et 7e position. Hargrove, Robichon pour cette bataille pour la première position. C'est, je vous dirais, la pression, la plus grosse pression que Hargrove a eue en fin de semaine.
Ah, tout à fait. Et Robichon sait très bien qu'il ne peut pas laisser filer Scott Hargrove, sinon ça va faire une course comme hier, avec Hargrove qui gère son avance avec 3-4 secondes. Alors que l'on voit tous les pilotes vraiment à l'attaque. Donc, ce que ça demande aux deux pilotes, c'est la perfection pour ce qui en est du premier et du deuxième présentement. Ben, tout à fait, tout à fait. Là, on voit qu'on tourne dans les 1.04. N'oublions pas que la piste a beaucoup moins de gomme, de grip, donc qui a été laissée dessus que ce que ça n'était le cas vendredi. On oublie un petit peu hier parce que c'est vrai que c'était des conditions de piste un peu changeantes avec de la pluie en début de séance de qualification, devenu essai libre. Et puis par la suite, la course sur le sec. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, donc on tourne... Oh! Et ça a frappé fort! Ça a frappé fort! C'est l'impact probablement le plus violent qu'on a vu cette fin de semaine en GT3. Oui, tout à fait. Le pilote qui va tenter quand même de sortir du mur, je pense que c'est... Neil Walker ou Stefan Tullman. C'est soit le 83 ou le 71. Mais ça a frappé quand même durement, là, c'est sûr. Moi, je pensais avoir vu Jim Walker, la 71. Walker, le 83. Et Tullman est le 71. Oui, mais c'est pas Stefan Tullman qui pilote la voiture cette fin de semaine. C'est Jim Walker. Donc attendons assez de... Ouais, je crois que c'est la 71 parce que la 83, l'autre voiture bleue, celle de Neil Walker, n'a malheureusement pas pris le départ. Donc effectivement, c'est bien la 71, celle de Jim Walker, qui se retrouve ainsi en fâcheuse posture, le contact avec le mur de pneus. Et donc, la neutralisation. La voiture de sécurité, la très belle Nissan. Ben oui, c'est une Nissan GTR, en coupe Porsche aussi. Ben oui. La voiture officielle du Grand Prix de Trois-Rivières, voiture de sécurité officielle du Grand Prix de Trois-Rivières. Hein? On s'entend là-dessus. C'est quand même une voiture qui est tellement bien balancée. C'est sûr que ça n'a pas la ligne... ça n'a pas la ligne d'une Lamborghini, d'une Ferrari ou même d'une Porsche, mais ça reste une voiture qui est excessivement performante. Très bon choix pour une voiture de sécurité. Oui, c'est une véritable supercar. Oh, exactement. C'est une voiture de rêve un petit peu. Et une des voitures les plus populaires auprès des plus jeunes aussi. Donc, on va aller voir ce qui se passe avec le pilote. Oui, je pense que c'est à la sortie du deux paliers qu'on est allé donc heurter le mur ici. Le pilote qui est resté à bord, je pense que... Vous savez, dans le temps, ces impacts-là pouvaient être très néfastes pour vos santé. Hein, et depuis l'invention du Hans Device, je vous dirais qu'on sauve quelques vertèbres par année ou même des vies. Là. Il y a quelques pilotes, vous regardez des vidéos où on a eu des accidents mortels ou avec le Hans Device, oubliez ça. Absolument. Probablement ça fait une immense différence. Dale Earnhardt serait probablement encore avec nous. Peut-être, mais... Parce que tu regardes l'impact, c'est pas si violent. On voit des impacts qui sont vraiment plus violents. Aujourd'hui, c'est sûr que les cages ne sont plus... il y a différentes théories concernant l'accident de Dale Earnhardt. Je pense que pour beaucoup de monde, il avait peut-être un peu desserré ses ceintures, ne pensant pas qu'il y ait une relance. Et donc, ça, à ce moment-là, ça fait beaucoup. Voilà le pilote qui est sorti de la voiture ici, bien entendu, qui est indemne. Il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est qu'autrefois, on paniquait un petit peu quand on voyait un pilote qui ne sortait pas tout de suite de sa voiture. Ouais. Mais aujourd'hui, avec les communications radio, souvent, ils restent en communication radio avec leur équipe pendant peut-être une minute ou deux. Et donc, on voit le pilote qui ne sort pas, mais ça veut simplement dire qu'il évalue, l'équipe le prévient peut-être des dommages qu'ils peuvent voir s'il y a possibilité de ramener la voiture dans les puits ou pas. Un pilote est plus en sécurité dans sa voiture qu'à l'extérieur aussi. Là. Oui, on préfère qu'il attende, en effet, que les voitures d'intervention viennent lui permettre de sortir de son auto et de s'assurer que tout est correct à ce niveau-là. Là, on voit donc les voitures qui tournent au ralenti. Neutralisation dans cette épreuve. On vous rappelle, c'est une épreuve de 45 minutes, donc ça ne devrait pas avoir beaucoup de conséquences. Donne un quart de fait. Exactement, présentement. Oui, 11 minutes de disputer. Il en reste 33, donc c'est vrai que pour l'instant, eh bien, tout est encore possible. Ça va jouer de Calnado dans les puits. Oui, on vient de voir la voiture numéro 15 qui a fait un très court arrêt au puits. On profite du fait qu'on est sous la voiture de sécurité pour faire des petits ajustements de pression de pneus. Alors, les mécaniciens ont fait ça très rapidement. La voiture a été relancée en quelques secondes, mais ça peut donner un avantage à la relance. Et quand on est déjà pas bien positionné, aussi bien profiter de ces tours-là au ralenti pour améliorer sa voiture pour la relance. Merci, Carl. Et en effet, c'est tout à fait exact, puisque c'était judicieux, puisque Peter Balliet, dans la numéro 15, eh bien, il était déjà avant-dernier. Donc, pour l'instant, pour lui, pas de conséquences véritables que d'avoir fait cet arrêt au puits. J'adore les relances. Quand
ça a fait du bien cette semaine dans quelques courses d'avoir des relances qui font en sorte qu'on a encore un plus beau spectacle. Mais là, je pense que ça va être justement très, très intéressant parce qu'on sait que Zach Robichon, lui, c'était un peu maintenant ou jamais. Là, on voyait dans les derniers tours avant la neutralisation qu'il était très, très agressif en arrière de Scott Hargrove. Donc, surveillez bien la relance. Là, je pense que ça va être très, très passionnant entre la 9 de Hargrove et la 98 de Robichon. Est-ce que je me trompe ou la Formule 1, dans le passé, on replaçait les voitures dans l'ordre des positions, on tassait les retardataires et on tentait de replacer tout ça. Il me semble que ça fait pas beaucoup d'années que, peut-être 10-15 ans, il me semble que dans le passé, on voyait ça. Ça donnait quand même un bon spectacle là, de pouvoir replacer les voitures dans l'ordre. Oui, bien, de plus en plus, on adopte cette technique-là de permettre à ceux notamment qui ont pris un tour. Ici, ce ne sera pas le cas, bien entendu, puisqu'on est en début de course, donc il n'y a encore personne qui avait concédé un tour de retard sur les meneurs. Mais c'est vrai que de plus en plus, on permet aux voitures qui sont à un tour de dépasser la voiture de sécurité, d'aller se replacer en arrière du peloton. Lucky Dog, là? Oui, tout à fait. Et ça permet justement à ce que les meneurs soient tous ensemble. Parce que ce qu'on voit notamment, c'est encore le cas en endurance. Très souvent, vous retrouvez qu'il y a 2 prototypes qui sont en train de se batailler pour la victoire, mais il y a 4 voitures GT entre le premier et le deuxième. Alors, c'est sûr que celui à la relance, celui qui est deuxième, eh bien, la bataille pour la première place, elle est à toute fin pratique impossible, puisqu'il doit d'abord dépasser 3 ou 4 ou 5 retardataires parfois. Donc, au moins ici, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'on va se retrouver avec l'ordre, quasiment l'ordre du départ. Dans le cas de Patrick Dussault, il va repartir de la 7e position. Et ça, je pense que c'est une bonne chose pour lui, parce que c'est vrai que ces pilotes qui étaient autour de la 5e place, comme Marco Cirone, Roman De Angelis 6e, Patrick Dussault 7e et Tim Sanderson, la 07, ta voiture préférée, la décoration préférée de Babu. Ah oui, je l'adore avec des coutures dessus. J'adore ça, pour vrai. Je allé voir les gars pour m'informer de comment ils ont procédé. Et, ils m'ont dit que ça avait été fait, pas nécessairement à la main, là, mais je veux dire, on a travaillé très fort sur le design. Pas simplement un wrap, là, comme on peut voir. Mais c'est toutes des belles voitures. C'est des œuvres d'art. J'ai hâte de voir le devant du véhicule présentement. Bon, on sait que ça a tapé au niveau de l'avant droit essentiellement. Ouais, donc voiture quand même un peu endommagée. Si on a touché au point, là, c'est là que ça peut être néfaste pour le portefeuille. Le châssis pourrait même être endommagé parce qu'il y a vraiment l'avant, pas juste le côté droit, mais aussi au niveau de l'avant. Et là, c'est vrai que ça peut être très, très coûteux dès l'instant où le châssis est plié. C'est pas long. Ça demeure des Porsche GT3. Parlez-en aux 10 pilotes impliqués dans le carambolage de Watkins Glen au mois de juillet. Donc, on vous le rappelle, 10 voitures qui avaient été impliquées, donc 4 complètement détruites. Là, on parle de quelques millions. On parle de quelques millions, oui. C'est la vérité. C'est comme ça, que voulez-vous. C'est pour ça que c'est pas tout le monde qui font de la course. Non, c'est des très gros budgets, en effet, le sport automobile. Il y a des séries quand même qui permettent de disputer des courses comme en monoplace, la série Formula Tour 1600, ou avec les voitures fermées, bien, il y a la Coupe Nissan Micra, bien entendu, des très petits budgets. Donc ça, c'est toujours appréciable pour les pilotes de pouvoir au moins évoluer dans ces séries-là. Mais lorsqu'on est rendu au niveau de la Porsche GT3 Cup, c'est normal, hein, c'est des Porsche, ce sont des voitures d'exception. Alors, des budgets aussi sont des budgets quand même assez élevés, mais proportionnellement, je dirais que quand on regarde face à certaines voitures, certaines courses d'endurance, etc., les séries Porsche GT3 Cup ne sont pas si dispendieuses que ça. Si vous voulez en Ferrari Challenge, par exemple, ça va coûter beaucoup plus cher encore. Ils sont rendus avec des voitures de quelle année, eux? Là, pour l'instant, on utilise des modèles 488 au lieu des 458 dans beaucoup de séries, en tout cas. C'est pas uniformisé. C'est un petit peu comme la Coupe Porsche. Hein. La Coupe Porsche, on a les modèles 2017 aux États-Unis et au Canada, mais en Europe, c'est étrange, mais c'est comme ça. La plupart des séries roulent encore les modèles 2014-2016, ce qui est aujourd'hui, ici, à Trois-Rivières, les voitures de classe Gold, dans le fond. Et si c'était un 2013, tu roules en quoi? 2013 ne sont plus éligibles dans la série présentement. Donc, tu pourrais rouler en Super Touring ou... Mais même pas, c'est un GT3. Oui, c'est d'aller rouler dans d'autres séries. Alors que là, on voit que les lumières sont éteintes sur la voiture de sécurité, la Nissan GT-R officielle. Donc, c'est la relance au prochain passage. On sera prêt. Dans les prochaines secondes, on a une belle bataille entre Scott Hargrove et Zach Robichon. Et ce sera quand même à surveiller dans les prochains instants. Le Quesada également roulait très bien. On voit Zach Robichon qui a zigzagué beaucoup là, pour mettre ses pneus en température très, très rapidement. On vous l'a dit, il le sait, Zach. C'est certain que pour lui, c'est vraiment de tenter, dès les premiers tours de la relance, de dépasser Scott Hargrove. Il faut lui faire créer des erreurs et ça n'arrive pas souvent. C'est parti pour cette relance au Grand Prix de Trois-Rivières aujourd'hui. Porsche GT3. Très bon
Bon départ pour Hargrove. Ouais, Hargrove a connu toute une relance. Là. Il a vraiment très bien anticipé tout ça. Donc, il n'a pas dormi, mettons. Relance vraiment parfaite, en effet. Tout de suite, il a été capable de prendre ses distances sur Scott Hargrove. Remoro City, lui, est toujours en 3e place, toujours devant Michael de Quesada. Marco Cironi, 5e, Roman De Angelis, 6e, Patrick Dussault, 7e. Et n'oublions pas Martin Harvey, le second pilote québécois dans cette série, qui pour l'instant est en 11e position. La bosse, pour vrai, j'en parlais hier et il y en a plusieurs qui sont venus me voir et ont dit « Ouais, t'as raison, l'année passée, c'était moins pire. Il y a 2 ans, c'était moins pire encore. Donc, peut-être penser à éventuellement travailler ce coin parce que c'est probablement la pire place sur la piste présentement. » Je vous dirais que ça reste un circuit urbain, il faut dire. Puis des voitures quand même brutales au niveau de la puissance, comme les Porsche GT3 Cup. Et la roue lève. Oui, tout à fait. 2 pouces, 2-3 pouces. Et là, Patrick Dussault, très agressif. Très agressif derrière Roman De Angelis, bien entendu. C'est dommage pour scanner notre bataille tantôt parce que Hargrove va chercher la distance présentement sur Robichon. Et Hargrove ne fait pas d'erreur. C'est pas compliqué. C'est ce qui se passe. Patrick Dussault, lui, c'est toujours la 7e position. Ça lui a fait perdre un petit peu de temps d'être arrivé très en arrière de Roman De Angelis, d'avoir dû freiner un petit peu en catastrophe. Mais n'oublions pas aussi Patrick Dussault. N'oublions pas que Patrick Dussault, il connaît le circuit de Trois-Rivières. Ouais. Il y a roulé en Formule 700, exact. Il y a roulé l'an passé en NASCAR, mais c'est sa saison recrue en Porsche GT3 Cup. C'est quand même important de le souligner parce que ce ne sont pas des voitures faciles à piloter. Ouais. C'est un pilote qui avait une expérience de la monoplace, roulé en Angleterre, en Formule Renault, en Formule Ford, en Grande-Bretagne. C'est un pilote, c'est un pilote, c'est ça. Mais au niveau d'une Porsche GT3 Cup, pour lui, il y a quand même une phase d'apprentissage. Là, c'est tout à fait normal. Donc, il ne puisse pas rivaliser avec Hargrove ou Robichon dès sa première saison. Après la GT3 Cup, si tu veux encore une fois augmenter, il n'y a pas... C'est l'endurance. C'est d'aller vers l'IMSA, notamment comme on le voit avec Daniel Moran, alors que Robichon est vraiment très agressif. C'est très agressif présentement. On a une bataille présentement entre Robichon et Hargrove. Très bon temps pour scanner de Robichon dans les derniers instants, dans le but de se rapprocher de ce dernier. Il attend l'erreur, mais ils sont rares. Oui, en effet, un peu plus d'un dixième de seconde plus rapide pour Zach Robichon lors du dernier passage. Mais pour l'instant, ça ne suffit pas. Alors que là, on voit une autre belle lutte. C'est celle de Remoro City qui est en 3e place. C'est la numéro 69 avec Michael De Quesada, le jeune pilote américain. Ouais. Michael De Quesada, très prometteur. Son coach en course automobile, eh bien, c'était Jean-François Dumoulin. Alors, je pense qu'il y avait probablement des meilleurs professeurs au monde qu'on puisse trouver pour débuter comme ça sur une Porsche GT3. Jean-François, pour vrai, quand tu regardes... le pedigree de ce pilote-là, autant au niveau course que école de pilotage. Sérieusement, c'est un des bons qu'on a au Québec. On n'a qu'à parler de Stroll. Oui, Jean-François Dumoulin, c'est un des très bons pilotes québécois, effectivement. Puis je suis très heureux de voir que des compagnies comme Groupe Belmar ou Spectra Premium ont décidé de le commanditer en NASCAR parce que c'est vrai qu'il mérite assurément d'avoir un volant en temps plein. Ouais. À titre personnel, j'aurais beaucoup aimé le voir dans des séries comme le championnat du monde d'endurance, des courses comme les 24 heures du Mans, parce que sans rien enlever au NASCAR, mais je pense que Jean-François Dumoulin, sa place, elle était dans des courses comme Le Mans, comme Daytona, comme Sebring, etc. J'y crois. Pour scanner de Jean-François Dumoulin. Un chic type. Écoute, en 2005, ça ne nous rajeunit pas. On est en 2017, on a 12 ans. Et Jean-François, toujours accessible. Écoute, moi, je commençais, puis tout le temps, des petits conseils, puis on est sympathique, puis on est là pour le public également. Ça reste des vedettes locales, les Dumoulins, ici, du côté de Trois-Rivières. Tout à fait. Ils ont d'ailleurs piloté des Porsche GT3 en endurance, également dans ce qui était la série Grand-Am Cup. Alors que l'on voit Patrick Dussault de plus en plus agressif là, sur Roman De Angelis. Mais De Angelis, il a de l'expérience. Il a une voiture un an plus âgée que celle de Patrick Dussault, mais il a une saison d'expérience de plus dans la coupe Porsche. Alors c'est vrai que Roman De Angelis est vraiment un pilote extrêmement prometteur, bien entendu, qui résiste très bien à Patrick Dussault. Et là, c'est la bataille toujours pour la première place en Scott Hargrove et Zach Robichon. Robichon, il ne lâche rien. Vraiment, jamais. Pour l'instant... très proche de Scott Hargrove, mais pas en position non plus de tenter une attaque jusqu'à présent. Oh,
Dussault sorti dans le tout droit, oui. Oui, Dussault. Patrick Dussault, malheureusement, qui a fait un tout droit au bout de la ligne droite du Carmel. C'est une bonne place pour le faire, là. On s'entend au moins la voiture. Pas de dégâts sur la voiture, mais exact. évidemment, ça possibilité Il est d'un trop top vite. 5. Ah, il est arrivé à vraiment l'intérieur trop complètement, Et- roue bloquée à l'intérieur. Connaissant Éric Côté, qui est son crew chief présentement, je connais exactement ce qu'il va dire. Belle manœuvre. Je sais pas combien de fois qu'Éric m'a sorti cette phrase. Ouais, c'est une belle manœuvre. Oui, c'est certain que... de l'équipe de GT Racing qui avait seulement qu'une voiture en Porsche GT3 en fin de semaine et seulement 2. Habituellement, il y a des années où GT Racing ont 11-10 voitures, 10-11 voitures. Là. On a vu ça dans le passé. Mais à Montréal, lors des 2 courses de la Coupe Porsche GT3 Cup en soutien du Grand Prix du Canada, ils avaient 3 voitures parce qu'il y avait Étienne Borja Ouais. qui était présent. Il y avait évidemment Patrick Dussault qui était déjà là. Et puis il y avait aussi Method Toboding, le pilote de la Coupe Nissan Micra, qui avait loué l'ancienne voiture d'Étienne Borja donc pour rouler en classe Or, classe Gold. Et donc qui avait très bien fait avec cette voiture donc de catégorie Gold pour le Grand Prix du Canada. Donc effectivement, GT Racing avait 3 voitures. Là, ils n'en ont plus qu'une cette fin de semaine. J'ai eu la discussion avec Étienne Borja par rapport aux frais d'assurance pour une fin de semaine et c'est environ 10 000 que ça peut coûter juste en assurance. Donc, Étienne, la voiture qu'il a perdue, il n'y avait même pas 10 heures, je crois, qui coûte peut-être 325 000 il dit qu'au total des courses, il ne perd pas d'argent à ne pas avoir pris d'assurance. On les rejoint de Carnado présentement dans les puits. Je viens justement d'avoir une conversation avec Éric Côté, le chef mécanicien de la voiture de Patrick Dussault. Alors, je lui demandais si la voiture avait un problème de frein ou si on était un peu agressif. Il dit non, notre mission, Patrick et moi, il avait discuté. Et la mission, c'était carrément de charger et d'essayer de monter et de gagner des positions parce qu'on ne voulait pas se contenter de la 7e. Donc, on était un peu trop agressif, barrer les roues. La bonne nouvelle, c'est que oui, il y a une vibration, bien sûr, parce que les roues étaient barrées, mais la vibration est très légère. Donc, si tout va bien, on va pouvoir continuer et remonter quelques positions avant la fin de la course. Merci, Carl, et merci, Éric Côté, pour donner ces informations. Il faut pousser, comme il dit, en 17 ou 6, au 8. Ah, c'est certain. Moi, je blâme pas Patrick Dussault d'avoir essayé, hein, certainement pas, mais c'est certain que ça va être, s'il n'y a pas d'autre neutralisation d'ici la fin de cette épreuve, avec seulement 20 minutes à faire dans la course, ça va être extrêmement difficile parce que pour l'instant, Patrick Dussault est en 12e position. Il a 15 secondes de retard sur Martin Harvey, qui est pour l'instant, lui, 11e. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement difficile, même en étant une seconde et demie plus vite que Martin autour. Présentement, c'est vrai qu'on voit difficilement Patrick Dussault pouvoir revenir à la position où il était, là, autour de la 6-7e place. Ça semble impossible. S'il n'y a pas de neutralisation, s'il y a une neutralisation, ben là, c'est certain qu'on va regrouper tout le peloton. Et je pense que là, il y a une belle carte à jouer à nouveau. Mais pour l'instant, malheureusement, ça va être extrêmement difficile. Donc, Scott Hargrove, toujours premier, Robichon deuxième. Et l'écart, présentement, on parle de 0,5 secondes. Une belle bataille quand même. Oui, là, on voit un petit peu le scénario d'hier qui se répète. Hein, c'est que Scott Hargrove, une fois qu'on arrive à la mi-course, au niveau usure des pneumatiques, eh bien, Zach Robichon n'est plus en mesure de tenir le rythme. Et c'est ce qui amène donc Scott Hargrove à tour après tour. Là, vous le voyez, donc c'était 5 dixièmes, c'est devenu 7 dixièmes au tour précédent. Attendez-vous à ce que ce soit peut-être quasiment de l'ordre d'une seconde d'ici un tour ou deux. Alors effectivement, Scott Hargrove pour le moment qui est en train de construire son avance, mais espérons que Zach Robichon soit quand même peut-être capable de revenir. Une petite erreur peut-être de Scott Hargrove. C'est pas qu'on le souhaite pour le pilote bien entendu, mais pour l'intérêt du spectacle évidemment. C'est certain que ce serait bien d'avoir des écarts un petit peu plus faibles en tête de la course. Un écart qui est encore assez faible, c'est celui entre Remo Rossetti et Michael De Quesada, les pilotes qui se battent pour la 3e place présentement. Oui, très belle bataille quand même. Présentement. On a une 4, une 78 pour ce qui en est du meilleur temps de cette course présentement au 21e tour, au 22e présentement à l'instant. Aucune voiture est descendue sous le 1-4 en fin de semaine. Mais Scott Hargrove s'en approche. Là, il vient de réaliser son meilleur tour. Et le meilleur tour de la course, d'ailleurs, 1-04-163. 136 000 à l'heure.
le 2, ils sont seulement 2 à être allés chercher la vitesse 56 000 Robichon et Hargrove. Oui, les deux pilotes qui sont descendus dans la minute 04 secondes sur le circuit de Trois-Rivières ce matin. C'est rapide, là. Comme je disais hier, c'est une route où vous allez vous promener pour aller chercher du lait au dépanneur. On est à 136 000 à l'heure. On se rapproche, là, présentement, à Robichon qui, quand même, met de la pression sur Hargrove. Oui, Zach Robichon qui a été capable de... On va voir l'écart, justement, au tour précédent. Je pense que Zach Robichon vient de réaliser un excellent chrono. Là, ouais, une 0,4 182. Donc, 3 dixièmes de mieux là, pour Zach Robichon. Il est parvenu à réduire un petit peu l'écart. Mais on parle de quelques dixièmes de seconde. Ouais. C'est là qu'on voit vraiment comment les visible à pilotes l'œil. doivent faire très, très attention. avec C'est ça, ouais. visible à l'œil, quand même. Salutations à toute l'équipe technique qui font un travail exceptionnel. Les caméramans, les réalisateurs, la production, salut. C'est ma dernière course de la fin de semaine et je tiens à souligner personnellement que, encore une fois, j'ai adoré l'expérience du Grand Prix de Trois-Rivières et que si vous voulez encore de moi l'année prochaine, je serai présent. C'est une belle famille, le Grand Prix de Trois-Rivières. On revient tout le monde revient hein, au fil du temps et ça fait partie de nos vies maintenant. Ouais, tout à fait un événement de tradition. Pour beaucoup de monde aussi, il y a beaucoup de monde dans les estrades. Ouais. Moi, ce que je trouve qui est fantastique, c'est un petit peu quand... Ils reviennent. Ouais, puis c'est un peu comme quand vous allez à des courses comme les 24 heures du Mans ou des courses comme ça, vous rencontrez des gens qui sont capables de vous dire il y a 22 ans, dans tel coin, il est arrivé telle affaire. Et c'est ça qu'on voit parfois quand on écoute parler le monde, qui viennent année après année au Grand Prix de Trois-Rivières. Ils ont vécu beaucoup de choses. Oh, hein, presque tout droit, encore une fois. Problème de manette. Ouais, Raymore City, celui qui s'était plaint de Patrick Dussault hier, qui ne lui avait pas laissé assez d'espace. Là, je pense qu'il ne peut pas se plaindre de personne parce qu'il a fait tout ça tout seul comme un grand. Ça lui a coûté une place, hein, parce que c'est Michael De Quesada désormais qui a repris la 3e position. Revenons sur le Grand Prix de Trois-Rivières, première semaine, la semaine passée, avec le Rallycross. On a eu le même nombre de personnes dans les estrades malgré la température que l'année passée. C'est sûr qu'on aurait aimé en avoir un petit peu plus. Mais pour vrai, merci à tous ceux et celles qui ont bravé la température. La semaine passée, oui, ici, là, on a eu beaucoup de pluie. Ouais, puis il faisait froid. On a eu du monde. Dimanche, il faisait très, très froid. Oui, oui. Donc, venez faire un tour l'année prochaine. Le spectacle est vraiment exceptionnel. Avec l'ajout des motos cette année, la Drift, on a donné un bon spectacle aussi, on est en démonstration. Mais le Rallycross, à chaque année, c'est un spectacle hallucinant. On reconnaît davantage les pilotes également. Bien sûr. Et on parle que les Rallycross seront électriques en 2020. 2020, ouais. Ça a du sens dans le sens où les courses sont tellement courtes. Ben voilà, c'est ça. C'est que On la a pas de technologie changement à faire. hybride, on voit qu'elle a pour l'instant ses limites dans des courses d'endurance ou en Formule 1, etc. C'est pas toujours évident, puis ça coûte extrêmement cher pour les manufacturiers. Il faut de 2 mettre ça au véhicules. point. Ou la Formule 1 où ça prend 2 voitures pour compléter une course. Mais dans le cas du Rallycross, effectivement, avec des courses de 5-6 tours, je pense que ça peut être une belle opportunité. Soulignons une chose, c'est qu'au dernier tour, 1 millième de seconde entre Zach Robichon et Scott Hargrove. Ouais. Robichon qui a tourné en 1.04, 2.04 et Hargrove en 1.04, 2.05. Là, pour l'instant, eh bien, Robichon est encore capable de retrancher 5 centièmes de seconde à l'écart qui le sépare de Scott Hargrove. Donc, il grappille vraiment un tout petit peu. Il y a toujours cette demi-seconde d'écart. Mais c'est difficile. Là, on voit vraiment que les deux pilotes sont à la limite. c'est dans la fin du parcours que Robichon va chercher davantage Hargrove au marqué. Oui, tout à fait, mais c'est l'endroit aussi où c'est pratiquement impossible. Avec une Porsche GT3 Cup, si un pilote n'ouvre pas la porte, ne laisse pas passer, c'est pratiquement impossible de tenter un dépassement qui ne soit pas extrêmement risqué. Là. Donc, Mais Hargrove ne fait pas d'erreur. Hargrove ne fait pas d'erreur. Là, on voit que Robichon, vraiment, il donne le plus possible. Je pense que c'est pilotage quand même remarquable de la part de Zach Robichon. Il sait qu'il ne peut pas faire la moindre petite erreur de trajectoire parce qu'il vient de perdre la course. Toute chance de pouvoir aller chercher cette première place, c'est vraiment avec un pilotage qui soit parfait du début à la fin. Ben, c'est le genre de pilote qui suit sa ligne et qui ne doit pas regarder énormément dans les miroirs. C'est certain, c'est certain.
ça déconcentre plus qu'autre chose, je vous dirais. C'est sûr et certain que des fois, on veut fermer la porte et on n'a pas le choix. Mais du moins, je crois que c'est la meilleure chose à faire pour garder la meilleure ligne. Quand tu es en première position, tu fais tu gardes la meilleure ligne, tu refais la même chose et comme ça, ben, tu fais moins d'erreurs. C'est facile de se déconcentrer là-dedans. Il faut un quart de seconde. C'est très facile, en effet. Puis là, il reste 12 minutes à faire à la course. Donc, c'est vrai que c'est tout un défi qui attend encore les pilotes. Aussi, la bataille pour la 3e place, elle est à souligner. Donc, avec Michael de Quesada, qui est désormais sous la menace de River City, qui est revenu dans les roues du jeune pilote américain. Scott Hargrove et Robichon qui nous donnent un bon spectacle présentement. Comme dirait Gérard, c'est pas fini tant que c'est pas fini. En effet. Mais là, on voit vraiment sur la ligne droite, c'est là où Scott Hargrove reprend un petit peu de distance. Parce que dans la partie sinueuse, comme tu l'as dit tout à l'heure, Zach Robichon est vraiment collé à son pare-choc arrière. Mais c'est extrêmement difficile pour Zach Robichon de tenter le moindre dépassement. Parce qu'on le voit. Oh, Martin Harvey! Martin Harvey! Et le véhicule McDonald. Les meneurs qui viennent de passer. Martin Harvey qui va être capable de poursuivre la course vraisemblablement. Donc qui a fait un tout droit. Le son des véhicules. Hein? Ouais. Tout droit à la sortie de la porte du Plessis pour Martin Harvey. Mais il est de retour en piste. Tant mieux pour lui. On n'a pas abîmé la voiture. Au moins, on la ramène en un seul morceau. L'accident qu'on a eu au début de la saison est une des pires qu'on a eu en GT3 depuis longtemps, quand même. Ah, tout à fait, de cette ampleur-là, ouais. C'est assez rare, quand même, ce type de carambolage. Ça peut arriver, inévitablement. Puis, je dirais qu'on est dans une situation où il y avait un peu tous les éléments du drame, c'est-à-dire que cet endroit-là, Watkins Glen, il n'y a pas de zone de dégagement. N'oublions pas aussi que cette course-là regroupait à la fois la série américaine et la série canadienne, donc pratiquement 40 pilotes ensemble sur la grille de départ. Alors c'est vrai que la minute où il y en a un qui perd le contrôle, puis heurte le mur, comme on vient de le dire, il n'y a pas de dégagement, donc il bondit sur la piste. Et voilà, c'est un jeu. Les gens sont fébriles pour ce qui en est de la course de cet après-midi de NASCAR. On a hâte de voir nos préférés sur la piste de Trois-Rivières et on en a des Québécois là aujourd'hui. On est choyés pour ça. On aura un très bon spectacle. Oui, tout à fait. Entre les deux, n'oublions pas la course de Coupe Nissan Micra, avec 28 pilotes au départ. C'est la plus grosse grille de départ de toute la fin de semaine. C'est la série qui attire le plus de pilotes. La Coupe Nissan Micra, qui est en vedette hier dans le port de Trois-Rivières, parce que le spectacle de Michel Barrette, tous les pilotes de la série sont montés sur la scène, effectivement, ont été présentés au public. C'était bondé de monde. Hein. Ça a été un très, très beau spectacle. Bravo à la ville de Michel Barrette et Kevin Bazinet. Bravo à la ville de Trois-Rivières, au Grand Prix de Trois-Rivières, à Nissan Canada, qui était partenaire de cet événement-là aussi, bien entendu. Et d'ailleurs, on vous rappelle que vous pouvez aller dans leur paddock. Là, il y a pas mal d'activités en arrière du virage numéro 1. Donc, toute cette zone Nissan avec un simulateur de course, beaucoup de choses qui sont offertes aux spectateurs. Carl, des nouvelles de Martin Harvey? Oui, j'ai discuté avec le chef d'équipe de Martin Harvey. Tout va bien avec la voiture. Dans le fond, on voulait un peu s'écarter des meneurs. Et malheureusement, on a peut-être un peu trop retardé un freinage, mais aucun dommage sur le véhicule. Tout va très bien. Alors, il va être capable de compléter l'épreuve sans problème. Merci beaucoup, Carl. Martin Harvey, donc, ça lui a coûté une position puisque Patrick Dussault a repris la 11e place. Martin Harvey, ça fait quelques années, mais n'oublions pas une chose, c'est que il roulait avec une voiture de classe or, alors que là, il a acheté une voiture récente, une 2017, le modèle 991. Donc pour lui, il y a vraiment un gros apprentissage parce que il y a des pilotes qui ont roulé avec une voiture 2016 puis qui se sont retrouvés avec les 2017. Lui, il était avec une 2000, je pense, 13 ou 12 ou 13. Il était à bâton, là. Il n'y avait pas les palettes au volant, c'est ça. Et donc, c'est vrai que c'est un apprentissage quand même pour Martin Harvey. Et donc, je trouve que c'est tout à fait normal de le voir comme ça. Donc, aux alentours de la 10e position dans cette catégorie, dans cette coupe Porsche, parce que n'oublions pas que le niveau est quand même très relevé. Et je trouve que Martin Harvey réalise de belles performances. 8 minutes 10 à faire présentement dans cette dernière course de GT3 Cup Challenge Canada. Pendant qu'on a à l'écran la bataille pour la 5e place entre Marco Tsirone et Roman De Angelis. Et ça, c'est un petit peu amusant parce que
ses deux coéquipiers. Ouais. Tous les deux sont au sein de l'écurie Mark Motors, mais ils ne sont pas dans la même catégorie, puisque Roman De Angelis est le meneur de la classe or, alors que Tirone lutte, lui, pour une position dans le top 5, toute catégorie, mais pilote de la classe platine. Et donc, c'est vrai que là, il se fait presque devancer, ou en tout cas, il est en bataille avec un pilote qui est beaucoup plus jeune, évidemment. Mais Est-ce que c'est qui son est dans la ancienne catégorie. voiture? Alors, c'est l'ancienne voiture de Zach Robichon. L'ancienne voiture de Marco Cirone, c'est Perry Bortoletti qui est présentement en 8e position. C'est lui qui pilote cette voiture-là. Une voiture qui avait également piloté la pilote québécoise Valérie Chiasson lors du Grand Prix du Canada. Donc cette voiture qui porte le numéro 84 aujourd'hui avec Perry Bortoletti, le pilote d'Ottawa. Ça, c'est l'ancienne voiture de Marco Cirone. Est-ce qu'on détermine les numéros sur les voitures? Est-ce que la voiture garde toujours le même numéro selon le pilote ou on peut changer ça? C'est le pilote, en fait, qui détermine le numéro de la voiture dans la coupe Porsche. Les pilotes n'ont pas nécessairement l'option de choisir complètement parce que il faut aussi qu'ils tiennent compte des pilotes de la série américaine. Donc, étant donné qu'ils ont parfois des courses en même temps, alors c'est les numéros qui sont disponibles en fonction aussi des pilotes qui portent ce numéro-là dans la série américaine, pas juste dans la série canadienne. Hey, je vais prendre quelques instants pour saluer nos nombreux commanditaires pour ce qui en est du Grand Prix de Trois-Rivières, les nouveaux, également les compagnies qui tentent l'expérience et qui sont très contents de tout ça. Je veux saluer un bon ami à moi qui est Richard Pelchot de la compagnie Silver Wax, qu'on voit un peu partout, surtout du côté des Canadiens Tire. Félicitations à Richard qui fait un travail exceptionnel. Pendant qu'on voit présentement Dussault qui fait un autre tout droit, là, on a poussé encore au maximum. Oui, les roues bloquées de nouveau pour Patrick Dussault. À la sortie du Depaillé cette fois, donc il y a une grande zone de dégagement. Pas de problème pour Patrick Dussault qui a pu reprendre la piste sans perdre de position. Une grosse journée ici du côté de Trois-Rivières aujourd'hui. N'oubliez pas le moitié-moitié, c'est notre tirage qui est à 16h. Hier, on est allé chercher un gros montant. Je ne sais pas à quoi ça finit. On est maintenant déjà rendu à presque 4 000 $. Donc, si ça vous intéresse, un peu partout sur le terrain, vous pouvez comme ça entrer en contact avec des gens qui sont là pour vous vendre des moitié-moitié. Donc, toute la journée, je vous dis, c'est à 16h pour ce qu'il y en est du tirage aujourd'hui. Et là, c'est la bataille pour la 8e place entre Sean McKay et Perry Bortoletti. McKay qui est parvenu à passer Bortoletti et a ainsi gagné une position. Hargrove ne fait pas d'erreur et Robichon ne peut pas en profiter malgré le fait que Robichon ne fait pas plus d'erreur parce qu'on est quand même très près de Hargrove. C'est déjà un exploit. C'est déjà un exploit d'être près de Hargrove comme ça. Oui, tout à fait. Alors que là, il reste seulement 5 minutes à faire à la course et on voit que les écarts se sont stabilisés. Là, donc, un peu plus d'une seconde d'avance pour Scott Hargrove sur Zach Robichon. Pour l'instant, eh bien, les luttes les plus intenses, eh bien, c'est celle pour la 8e place. Donc, comme on vous le disait, entre Sean McKay et Perry Bortoletti, les deux pilotes ontariens. Pendant qu'on voit Hargrove à son 34e tour de piste. 4 minutes 34 à faire. Les gens sont heureux. Les gens sont contents. C'est sous le soleil que ça se passe ici du côté de Trois-Rivières aujourd'hui. Et ça pour toute la journée. Oui, pas de pluie. Pas de pluie. On va sortir le parapluie, mais on va s'en servir comme parasol plutôt. Parce que le soleil est très fort. Aujourd'hui, tant mieux. C'est venteux aussi, donc ouais, c'est parfait. C'est parfait. Belle journée pour un événement de sport automobile. Oh, oui. On s'en va rejoindre Carl Nadeau, qui a des nouvelles pour nous. Oui, malheureusement, pour un des Québécois en piste, Patrick Dussault, on a le pneu avant droit crevé. C'est le résultat, bien sûr, des plats qu'on a fait lors des gros freinages. Donc, on a été jusqu'à crever le pneu, malheureusement. Pneu changé, on sort, mais pour lui, ça va être une course à oublier. Merci, Carl. Écoute, on a eu deux bons tout droits. Oui, tout à fait. Il suffit d'arriver à la même place et c'est des choses qui arrivent parce que quand on fait un tout droit, si tu en fais un autre, souvent le pneu s'installe exactement là où l'autre a été. Ça peut pas faire autrement. C'est comme une barrure qui se fait. Là. Exact. Et puis, je pense que dans le cas de Patrick Dussault, de toute façon, on n'avait rien à perdre. Hein. C'était tout à fait logique d'avoir essayé d'attaquer comme ça au maximum. Ça donne un bon spectacle aussi. Alors voilà, toujours cette bataille des deux coéquipiers pour la 5e place, toute catégorie, entre Marco Cirone et Roman De Angelis. On vous rappelle que Roman De Angelis lui est assuré non seulement
du titre de champion dans la classe or, mais aussi vraisemblablement de la victoire dans cette catégorie, puisque le deuxième dans la classe or, eh bien, c'est Perry Bortoletti qui est pour l'instant en 9e place, beaucoup plus loin de Roman De Angelis. Donc une autre épreuve, on peut dire, parfaite pour le jeune pilote ontarien qui roule aussi en monoplace, mais pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'était une petite journée pour lui. Il a seulement une course de 45 minutes en coupe Porsche. Mais hier et avant-hier, 2 courses de Formule 1600 vendredi, une course de 1600 et puis une de coupe Porsche. 2 minutes 30 à faire à cette course de GT3 Cup. Belles images de la porte d'ici. Un classique de Trois-Rivières, quand même, cette image-là. Hein? C'est l'image. C'est l'image du Grand Prix. International, je veux dire comme ça, du Grand Prix Trois-Rivières, bien souvent. C'est ce qui est repris sur des photos, des affiches un peu partout dans le monde. Il y en a un qui a ralenti, là, c'est le 15. Je ne sais pas si c'est retardataire, probablement que oui. Oui, Peter Balliette qui était déjà fait prendre un tour, en effet. Donc, ça a été bon joueur. Scott Hargrove avec la belle Porsche Castrol. Suivi de Robichon et de Quesada. En gold, De Angelis. Pas de surprise quand même, qui ira chercher une autre victoire. Ouais. Exact. Quel pilote. On a eu la chance de le voir sur la pluie cette semaine. Quand même, bon coup de volant. Ben hier, j'aurais presque aimé qu'il pleuve pour la course de coupe Porsche parce que je pense justement que des pilotes comme Roman De Angelis auraient été aux avant-postes, auraient pu brouiller les cartes. Ouais. Donc, 1 minute 4, le temps du dernier tour de piste. Dernier tour de piste pour ce qui en est de cette dernière course en Porsche GT3 Cup. Tête à queue, la Sean McKay. Ouais. McKay qui était présentement, 7e? En effet, c'est lui qui avait dépassé Perry Bortoletti peu avant. Et là, on voit donc dans le virage 1. Oui! Très bon pilotage. On a sauvé la voiture là-dessus. Là. Ça aurait pu être pire. Trois-Rivières, ça ne pardonne pas. Hein? En effet, Bortoletti arrivait très rapidement après. Il a pu passer par l'extérieur. Encore une fois, là, en parlant des améliorations du circuit Trois-Rivières, ce virage 1, depuis qu'il est beaucoup plus large et qui permet aux pilotes comme ça d'aller sortir complètement pour éviter un accrochage, eh bien ça a sauvé beaucoup d'accidents et d'incidents et de petits accrochages et de gros accrochages au fil du temps que d'avoir pu ainsi améliorer considérablement la sécurité de ce virage numéro 1. Il faut dire qu'à chaque fois qu'il y a des petits changements comme ça qui sont faits, c'est des heures et des heures et des heures de casse-tête pour arriver au même résultat. Et voilà la victoire pour Scott Hargrove. Oui! Scott Hargrove qui part avec la victoire encore une fois. Scott Hargrove qui est parfait devant, bien sûr, Zach Robichon qui a fait un travail exceptionnel. Tout à fait. Là, on a la bataille pour la 5e position avec Marco Cirone, Roman De Angelis et Tim Sanderson. Alors, Roman De Angelis qui est très agressif derrière Marco Cirone. On a une belle course. Très belle course ce matin. Et aucun pilote sur la base de 1-4. J'aurais perdu ma gageure. 1.04 163, là, le meilleur tour réalisé durant cette course par Scott Hargrove, sans surprise. Alors qu'on a le même podium qu'hier avec Scott Hargrove, Zach Robichon et Michael De Quesada. Voilà pour les 3 premiers. On vous rappelle aussi donc Patrick Dussault qui va terminer 12e. Martin Harvey, une position en avant à la 11e position. Voilà. Ben, bravo, messieurs. Bravo à toutes les équipes résumées de la course qu'on vient d'avoir. Ici même côté de Trois-Rivières dans quelques instants pour vous pendant qu'on voit le grand gagnant. Donc, on a eu quand même un bon départ pour Scott Hargrove qui a pris quand même une bonne distance pour ce qui en est du départ sur Robichon. Mais Robichon, rapidement, a serré Hargrove. Et ça, c'est le 31 de Quesada. On a eu, je crois, 1 ou 2 blocages de roue pour ce dernier. Dépassement ici de Rochiti. Et là, on voit quand Zach Robichon a tout tenté pour essayer de pousser un peu Scott Hargrove vers l'intérieur, mais Hargrove ne s'est pas laissé intimider. Il a gardé sa trajectoire.
Exactement. Donc, ici, ça a frappé très fort. Vive les pneus, hein? Ouais. Parce que, sérieusement, on est rentré très rapidement dans le mur. La 71 de Jim Walker qui a nécessité la seule neutralisation de cette épreuve. Voiture passablement endommagée là, au niveau de l'avant-bras. Peut-être châssis touché également. Relance. Hargrove qui a eu quand même une très belle relance. Mais encore une fois, Robichon qui a mis énormément de pression. Un tout droit. Même on en a eu deux. On en a eu deux pour scanner de Patrick. Là, c'est dans le dernier tour. Sean McKay qui a perdu le contrôle. Ça lui a coûté une position. Et Hargrove qui vient chercher, encore une fois, le drapeau à damier, ici même, à Trois-Rivières. Beau spectacle, messieurs, ce matin. Résultat, Scott Hargrove, Robichon et De Quesada se retrouvent premier, deuxième, troisième.